parler. Bonjour à tous. Comme Nicolas l'a dit, je suis Bérangère Farge, donc je suis directrice générale adjointe à l'Université Clermont-Auvergne et je m'occupe en particulier des partenariats et du lien de l'université avec les différentes collectivités territoriales. Et je suis aussi directrice adjointe de l'ICIT K2025, qui est le projet de site qui a pour vocation justement d'ancrer cette université et les organismes et les établissements d'enseignement supérieur dans son territoire tout en ayant un rayonnement à l'international. Et pour cela, l'idée, c'est vraiment de favoriser tout ce qui est partenariat avec le monde socio-économique. Et donc, vous comprendrez que je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous pour animer cette table ronde, et d'autant plus que vous le voyez, et si vous avez participé à la session d'avant, on a vu que l'écosystème autour de l'innovation en mobilité durable, il est assez complexe. Il y a beaucoup de choses en Auvergne et en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, super. Notre dernier participant. Et vous avez devant vous donc cinq intervenants, plus une intervenante que je salue, qui est Elisabeth Loger, qui est en visio, que vous voyez derrière vous, et qui, à eux tous, représentent finalement 6 briques de ce schéma de l'innovation, je dirais. Et donc, j'espère que grâce à leurs interventions, vous allez pouvoir bien comprendre quel est ce schéma de l'innovation, comment le partenariat peut favoriser cette innovation et comment on a vraiment des atouts dans notre région pour favoriser ces partenariats en mobilité durable. Un dernier mot pour dire aussi que je suis ravie d'animer ça parce que je crois aussi fermement que le triptyque recherche, formation, innovation, entrepreneuriat, lien avec le monde socio-économique, c'est vraiment un marqueur territorial pour nous. Et donc, on a tout intérêt à favoriser tout cela. Je m'arrête là. Je vais simplement pour vous expliquer un peu. Donc, chacun va vous présenter un peu sa structure, ce qu'il fait. Et puis après, on aura un échange sous forme de questions, table ronde. Et puis, on laissera un temps pour que vous puissiez poser les questions aux différents intervenants sur tous les sujets que vous souhaiterez. Alors, je vais peut-être commencer voilà, par les femmes. Là, on a un parterre très masculin, mais on a Elisabeth Loger. Vous nous voyez, vous nous entendez bien? Oui, moi je vous entends très bien. Je vous vois également, voilà, dans ce hall de Clermont-Ferrand. Je regrette de ne pouvoir être avec vous. Je suis sur un salon qui s'appelle le Salon Polytech, et aussi voilà, très emblématique de la région. Vous m'entendez bien de votre côté? Oui, on vous Est-ce que entend vous très bien. m'entendez? Donc, oui, Bon, parfait. très bien. Enfin, la salle aussi. Voilà. Donc, je vous laisse vous présenter. Donc, vous êtes directrice générale du pôle de compétitivité Tenerdis et vous êtes en effet aujourd'hui 2 pôles autour de la table. Et je crois ne pas me tromper pour dire que vous représentez également le pôle de compétitivité SIM, en fait, à tous les deux, qui est aussi un des Voilà, acteurs exactement. de cette thématique. Je vous laisse vous présenter. Je vous laisse la Exactement. parole. Oui, merci beaucoup. Merci Bérangère, et puis merci voilà, à tous les participants de cette table ronde. Effectivement, donc Tenerdis, c'est un pôle. Alors, je ne sais pas si la présentation est prévue maintenant ou Je voilà, la si on mets, mais je ne enchaîne. sais pas. D'accord, Je sais parfait. pas. Du coup, comme on vous voit vous. Ah, d'accord, si c'est un petit peu compliqué de faire Ouais, les deux c'est en bon, même temps. super. Vous pouvez y Ah aller. voilà, Parfait. parfait. Impeccable. Donc effectivement, donc pôle de compétitivité de la transition énergétique en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc large territoire, large sujet également. Donc sur le pôle, si on passe à la présentation suivante, ce pôle, en fait, il est vraiment là pour favoriser, comme l'ensemble des pôles de compétitivité, hein, la croissance d'activités durables, la création d'emplois pérennes. Vraiment, quand on parle de compétitivité, c'est vraiment au sens large des entreprises, avec en plus une vocation spécifique autour des solutions innovantes dans un monde décarboné. Donc, on a un écosystème qui est complet. On est même à 250 adhérents à date d'aujourd'hui, une grande majorité basée en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, dans une typologie qui est assez classique pour les pôles, d'environ 2/3 de start-up et de PME, qui sont finalement le vivier sur lequel on va s'appuyer pour développer ces solutions innovantes. Et puis, je vous ai mis quelques chiffres sur l'ensemble des filières qui sont représentées dans le pôle. Certains adhérents sont évidemment multifilières, mais tout ce qui a trait à la mobilité décarbonée, qui est notre sujet du jour, on a plus de 150 adhérents qui sont concernés de près ou de loin par ces thématiques,
Et là, on parle d'infrastructure, on parle de recharge, on parle de choses comme ça, quelle que soit la mobilité d'ailleurs. Et puis, globalement, plus d'une centaine d'entreprises directement concernées. Une activité de projet d'innovation, on est là pour parler d'innovation et comment les pôles soutiennent cette démarche. 54 projets en 2020 d'innovation, 18 internationaux, c'est aussi un enjeu clé pour les pôles d'aller à l'international, et puis beaucoup d'événements qui permettent de mettre en réseau l'ensemble des acteurs avec typiquement l'année dernière des sujets autour de la mobilité GNV, puis cette année des sujets autour des événements plutôt mobilité électrique. Donc une équipe de 14 personnes basée à Grenoble et à Lyon, et derrière cela surtout une communauté de 30 experts et même 50 ou 60 quand on compte tous ceux qui nous accompagnent. On a, si on passe diapo suivante, s'il vous plaît. J'en parlais aujourd'hui, un des grands enjeux sur la mobilité, c'est finalement d'animer toutes les filières qui sont en train de se construire. Ce sont des mobilités qui ont des degrés de maturité plus ou moins grands. Mais donc en 2020, on a construit un cycle de webinaires sur la valorisation du biogaz en bio-GNV, avec évidemment une focale relativement urbaine, périurbaine et rurale, autour de la production, autour de l'installation de stations au territoire rural, autour des véhicules eux-mêmes. Donc une série de webinaires qu'on a menés en partenariat avec Cara, et je vois que Rémi est présent, et on travaille très très étroitement avec le pôle Cara sur ces sujets-là, et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, et qui a finalement permis d'inscrire cet événement dans le cadre d'Ambition Biogaz, qui est une charte très structurante, très forte au niveau de la région. Et je pense qu'on est une des rares régions à avoir ce niveau-là d'engagement avec l'ensemble des acteurs pour vraiment développer la filière biogaz, en particulier dans le cadre du bio-GNV. Et puis cette année, on change d'énergie, mais on est toujours dans une optique de décarbonation. Et en cours, en fait, on a un cycle de 3 webinaires organisés finalement avec des partenaires très très proches, et un cycle à vert, avec un webinaire qui s'est passé le 21 septembre, le 5 octobre et le 19 octobre, donc le prochain, et en partenariat donc de même avec Cara et puis les autres acteurs auxquels je vous invite à participer bien évidemment. Et ces leviers de recharge, de leviers de déploiement du véhicule, on sait à quel point à la fois c'est un enjeu de pilotage, donc c'est un enjeu aussi de comment créer des nouveaux modèles, comment monétiser finalement ces sujets de mise à disposition d'infrastructures électriques, des flottes de véhicules qui circulent. Donc aujourd'hui on parle d'innovation, mais vraiment il y a des sujets à ce stade-là qui sont vraiment importants, technologiques bien sûr, avec beaucoup de soft, mais aussi des technologies avec des nouveaux matériaux, et puis aussi avec tout ce qui est donc nouveau business model porté par le numérique. Et on passe à la diapo suivante également. Quelques projets, alors c'est quelques-uns parmi beaucoup d'autres, hein. On parlait GNV, le projet CN Green, qui est une station GNV publique qui est construite par un de nos adhérents qui s'appelle Prodéval. Donc l'objectif étant de faire quelque chose de très modulaire, parce que finalement il faut aussi que ces infrastructures soient immédiatement finalement abordables et compétitives pour les acteurs. Et donc cette logique de modularité accompagne parfaitement finalement la montée en puissance des territoires et des usages. Et un autre champ d'innovation, c'est une société qui s'appelle Gullplug, qui est une société issue de l'écosystème grenoblois, qui permet en fait de faire de la connexion, du branchement automatique des véhicules électriques de recharge, par magnétisme, et donc qui permet en fait aussi de fixer automatiquement le dispositif de recharge que vous voyez là, la petite galette bleue, immédiatement sous les véhicules, et faire que, en particulier dans les parkings publics, ces véhicules se rechargent automatiquement, en tout cas le plus facilement possible. Ce sont dans les deux cas, et tous les projets, autant que possible, on les accompagne là-dedans, qui sont soutenus évidemment par la région, mais qui sont soutenus par PBI France, qui font l'objet de labels, comme le label Solar Impulse, qui est connu également dans ces mondes-là. Donc voilà, c'est vraiment notre clé de voûte, elle est sur développer les filières, développer la compréhension des sujets, développer les projets collaboratifs,
et accompagner les porteurs de ces projets pour qu'ils grandissent. Notre enjeu, c'est vraiment de développer les filières. Je pense que le slide d'après, je ne sais plus, je crois que voilà, c'est le dernier slide qui montre aussi tous les acteurs qui nous accompagnent, des acteurs de collectivité, donc les métropoles, la région, donc bien évidemment, mais les métropoles de Grenoble, du Grand Lyon, du Grand Annecy, de Bièvre-Isère, qui est une communauté de communes, une communauté de communes, oui, Chambéry, Grand Lac, entre Bièvre-et-Rhône, le Grésivaudan, la Capie, Valence-Aglo, la Savoie. Donc on a vraiment du fait de notre positionnement sur la transition énergétique, une connexion avec les territoires qui est extrêmement présente. Et voilà, je souhaite que je sais qu'on a travaillé aussi beaucoup avec Clermont-Ferrand et les gens de la communauté de l'Auvergne, plusieurs sujets. On y sera fin novembre pour d'autres thématiques. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu partager avec vous aujourd'hui, voilà, cette vision de Tenerdis autour de l'innovation. Et puis, je pense que je vais laisser la parole à mon collègue Rémi ou à un des autres intervenants de la table ronde. Merci beaucoup. En effet, je pense que Rémi, peut-être tu peux prendre la suite. Oui, comme ça, je vais enchaîner. Alors c'est vrai que j'ai pas repris le parti de représenter les actions de Cara que j'ai déjà un petit peu présentées dans mon intervention précédente. Mais l'idée était plutôt de présenter finalement quel est, au regard des autres intervenants qui viendront après, le rôle des pôles de compétitivité et un petit peu les synergies qu'on a entre nous. Donc on sait que sur le territoire, nous typiquement, voilà, on travaille avec Tenerdis, on travaille avec Accélera, je vais le mentionner plus tard, mais globalement pour rappeler que le rôle des pôles de compétitivité, tel que l'État nous le demande, c'est de travailler sur une thématique, sur un territoire identifié. Pour Cara, c'est le système de transport de biens et de personnes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tenerdis, c'est le système énergétique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, l'idée c'est de regrouper des entreprises, des petites, des grandes, des laboratoires de recherche, des établissements de formation, les pouvoirs publics nationaux, régionaux, départementaux, voire métropolitains également, pour les associer à cette dynamique, d'autant plus, nous dans notre sujet de système de transport, ce sont souvent des parties prenantes du sujet, donc l'intérêt est encore plus là. L'objectif clairement, c'est de faire du partenariat croisé, de faire du projet collaboratif, donc de R&D, mais aussi d'expérimentation, on l'a mentionné, mais aussi du projet industriel. On est aussi là pour accompagner le développement économique de nos filières. Alors moi je l'avais cité sur notre casquette cluster, mais finalement aujourd'hui l'ensemble des pôles, que ce soit Tenerdis, soit SIM, travaillent sur ces sujets-là. Les missions, on l'a dit, c'est des fédérations d'écosystèmes, c'est la promotion de la recherche collaborative, c'est la présence française au niveau européen pour les acteurs de la recherche et de l'innovation, puisqu'on nous demande de plus en plus d'aller à l'Europe, comme je l'ai mentionné. C'est être interlocuteur des régions et de l'État sur nos thématiques et dans nos territoires. Être conseillère en matière de pays, de propriété intellectuelle, donc beaucoup de sujets avec l'INPI notamment. Le financement privé, donc via un label qui s'appelle le HI France, donc qui est quelque chose qui est assez nouveau et sur lequel donc voilà les pôles prennent de plus en plus de parti aussi d'accompagner vers le financement privé. Historiquement, on a accompagné vers le financement public via des outils BPI, ADEME, État, Europe. Et de plus en plus, on se dirige aussi vers du cofinancement privé pour être capable notamment d'accompagner les startups. Et ça, on verra, c'est des choses qu'il faut qu'on travaille avec les incubateurs, avec les accélérateurs pour avoir une vraie cohérence et pas non plus de se marcher dessus derrière. Il y a la gestion des compétences et puis après de tout ce qui est action internationale que j'ai déjà développé. En gros, voilà le panorama aujourd'hui des DOMEX. Je ne vais pas le détailler parce que je crois que la région va en parler tout à l'heure. Mais voilà, aujourd'hui, l'écosystème pôle et cluster de la région, c'est 22 pôles et clusters répartis sur des domaines. Alors voilà, pour nous, Cara, c'est le domaine mobilité et transport intelligent. Donc on anime aux côtés de Aerospace Cluster qui, lui, va traiter de la partie aérienne, on va dire, aéronautique, que nous, on n'aborde pas du tout. Et puis l'ensemble des secteurs. Pour nous, Cara, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment, on travaille sur l'aspect systémique du transport de personnes et de marchandises. Et pour cela, on a besoin de travailler sur pas mal de points, je dirais un petit peu spécifiques. On l'a dit, les objets, donc le véhicule, les composants, les sous-composants, que ce soit du rail, du câble, peu importe. Et ces sujets-là, on les aborde de façon collaborative avec des pôles partenaires qui, eux, vont avoir une vision plutôt technologique. Donc là, je peux citer SIM, qu'on a mentionné sur la partie industrie, et même sur la partie briques technologiques pour l'intelligence. On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment l'Institut Pascal Clermont, qui travaillent sur ces briques-là et qui sont
fortement pourvoyeur de briques techno pour les véhicules dans les projets de recherche. Et puis, je peux citer Tectera sur le tissu, Polyméris sur les polymères, le cluster lumière pour les aspects d'éclairage et de lumière, et Accélera sur les objets, sur la chimie. On a besoin de travailler aussi avec les réseaux d'énergie. Donc, on travaille avec Tenerdis, l'infrastructure routière, on travaille avec Indura, et l'aspect connectivité, data, intelligence artificielle, avec laquelle on travaille avec Digital League et Minalogic. D'autres sujets comme l'optimisation industrielle, on retrouve SIM et Cobetim par exemple, avec qui on va travailler sur les notions d'industrie 4.0, de performance industrielle, voilà, de vraiment ces sujets d'innovation autour de l'objet, de la production des objets. Et enfin, deux sujets, la gouvernance de la mobilité, le business model. Et là, finalement, c'est un peu notre spécificité. Aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de Cara de travailler sur ce point-là. Personne d'autre aujourd'hui en région travaille, accompagne les acteurs sur ce point-là. Donc, c'est vraiment une spécificité de Cara. Et le dernier, c'est l'humain. Alors, on pourrait le mettre d'une autre façon, qui est l'usage. On voit OSV, donc Outsport Valley, Cluster Montagne et Xylofuture qui est le pôle de la filière bois. On a aujourd'hui des sujets, par exemple, de réflexion sur le transport des grumes, avec des problématiques de détérioration des routes ou des problématiques de transmodalité, de multimodalité et de transbordement des charges, voilà, qu'on peut travailler avec la filière bois. Donc, vous voyez un petit peu comment nous, à notre niveau, on travaille avec notre écosystème d'entreprise, de laboratoires de recherche, autour d'un réseau de réseaux pour travailler sur le système de transport de personnes et de marchandises. Quelques exemples, mais je peux laisser la main aux autres intervenants. Merci beaucoup. Merci donc pour cette vision de 2, même 3 pôles, même de tous les pôles, puisqu'on voit qu'il y a vraiment une interaction qui est forte entre vous tous. Je vais peut-être me permettre de laisser la main peut-être à Yannick Izoard pour essayer d'être un peu cohérent dans le schéma un peu de l'innovation. Et donc Yannick Izoard qui représente Clermont-Auvergne Innovation, donc la filiale de valorisation de l'université, et qui finalement peut se placer un peu en amont des pôles de compétitivité. Donc c'est pour ça que j'essaye de retourner les choses après avoir donné la main à Elisabeth Lauger, et ensuite on pourra continuer dans le schéma. Ok, donc je vais être extrêmement rapide. Est-ce qu'il y a une présentation où on passe vite fait ? Ok. Donc bonjour. Donc Yannick Izoard, donc je suis le directeur général de Clermont-Auvergne Innovation. Comme l'a dit Bérangère, Clermont-Auvergne Innovation est un peu une nouvelle structure, étant donné que nous sommes nés en 2019, fin 2019. Donc nous sommes filiale de l'université Clermont-Auvergne, avec comme mission relativement large, qui est la valorisation, le transfert de technologies et création et accélération d'entreprises issues des laboratoires de recherche. Donc, en fin de compte, les fameuses startups deep tech dont vous entendez parler de manière assez régulière. Nous sommes cohérents, évidemment, avec la stratégie ici de Cap 25, dans la mesure où nous sommes indélivrables, et notre mission, c'est vraiment d'augmenter les voies de collaboration, quelles qu'elles soient, entre le monde économique et le monde académique. Donc, ensuite, en 3 minutes, c'est fait. Hein. Donc, nous avons une logique orientée client, comme toute entreprise, sauf que là, nos clients, ils sont plusieurs. Donc, les chercheurs, avant tout, c'est-à-dire que nous avons une communauté scientifique qui est génératrice de valeur, et ces chercheurs, donc nous devons leur apporter cette offre de service et les inciter à collaborer de manière, encore une fois, extrêmement plurielle avec le monde économique. Ensuite, de manière assez naturelle, les entreprises qui seront destinataires de ces technologies, de ces expertises, de ces savoir-faire, c'est-à-dire tous ces actifs et compétences issus des laboratoires de recherche. Et enfin, le troisième, c'est l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, le créateur d'entreprises innovantes, que nous allons accompagner suivant un processus d'accompagnement, d'ailleurs, qui fera le lien avec le village, avec Vincent Suppiot, donc end-to-end, c'est-à-dire de l'idéation à l'accélération, grâce notamment à la reprise donc en janvier 2021, donc cette année, de l'incubateur d'entreprise Buzy, et plus récemment au 15 juin de l'accélérateur du Bivouac sur la partie Deep Tech. Donc comme vous voyez, donc tout s'est centré au final autour de la recherche. Cette recherche a un vrai rôle de développement économique et même de développement sociétal,
Et c'est pour ça que nous avons construit une offre de valeur autour de cette recherche qui peut aller de l'expertise pure et simple d'un enseignant-chercheur qui vient apporter ses compétences au niveau des entreprises ou d'autres structures d'ailleurs, ce n'est pas uniquement des entreprises, jusqu'à, alors si vous suivez, donc jusqu'à l'investissement dans la maturation technologique des inventions issues des travaux de recherche qui vont être à destination, donc qui vont donner lieu à un investissement de Clermont-Auvergne Innovation, puis ensuite d'un licensing auprès soit d'une entreprise, soit d'une start-up que nous allons contribuer à créer. Et ceci en passant par les contrats de collaboration, les prestations de services, les plateformes, etc. Mais on n'a pas forcément beaucoup de temps pour aller dans les détails. Voilà, ça avance super mal. L'offre à destination de la communauté scientifique, c'est vraiment les accompagner pour mesurer, pour déjà définir le potentiel d'innovation de leurs résultats de recherche et de leurs projets, d'investir dans la maturation technologique et alors pas surtout, mais notamment quand même investir en propriété intellectuelle, étant donné que nous gérons le portefeuille de propriété intellectuelle issu de l'université. Donc c'est plusieurs centaines de titres de propriété intellectuelle, plusieurs centaines également de brevets, dont plusieurs centaines de brevets. Et en assurer, voilà, comme je disais, la promotion et la commercialisation, très clairement, auprès des entreprises, afin, donc avec un objectif double. Le premier objectif est d'irriguer les entreprises donc de notre territoire et même au-delà des savoir-faire et technologies issues de l'université, et d'autre part de générer, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, des revenus également pour l'université. Et évidemment l'éclosion de start-up. Ensuite, c'est vrai que donc pour les entreprises, c'est un moyen donc soit de lever un verrou technologique, c'est-à-dire une problématique qui nécessite une compétence experte dans le domaine, donc d'accéder à ces compétences académiques, donc c'est 1500 chercheurs plus 1000 autres partenaires, donc on a quand même il y a 1000 doctorants, donc ça veut dire quand même beaucoup de cerveaux à la disposition des entreprises. Accéder à des équipements de pointe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que l'université possède des équipements qui sont normalement des services communs à la recherche, mais qui peuvent être proposés également à l'utilisation envers les entreprises. Ensuite, après tout le reste, je l'ai déjà dit. Et enfin, le parcours entrepreneurial reconnu, donc grâce, comme je vous l'ai dit, au rapprochement avec Buzy et le Bivouac, la mise en synergie avec les métiers historiques de Clermont-Auvergne Innovation, nous disposons aujourd'hui d'un parcours donc voilà, de l'idéation à l'accélération, en partenariat avec Clermont-Auvergne Pépite, qui va être actif sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat et en effet la genèse, en tout cas, d'idées de projets de création d'entreprise. Et ensuite, ça rentre au final chez nous pour pré-incubation, incubation, impulsion. L'impulsion, en fin de compte, c'est le démarrage de l'entreprise et l'accélération pour les startups deep tech. Et ensuite, j'aurais tendance à dire, là, ça sera avec mon deuxième voisin, avec le village Baïséa pour en particulier le scale-up et l'internationalisation. Donc aujourd'hui, de créer une entreprise à partir des résultats de recherche, j'aurais tendance à dire que ça n'a jamais été aussi facile. Et surtout, nous avons un accompagnement sans couture de l'idéation jusqu'au bout. C'est un parcours qui a été labellisé par l'État l'année dernière et que nous commençons donc à mettre en place. Et je crois que j'ai fini. Et voilà. Merci beaucoup Yannick pour cette présentation donc sur cette nouvelle filiale finalement de l'université qui est assez récente et sur laquelle on mise beaucoup finalement pour favoriser ce partenariat et cette innovation. On va peut-être laisser la parole à Olivier Bernasson qui est président de la French Tech. Donc il n'y a pas de présentation mais je vous laisse la faire. Oui. Alors, président de la French Tech Clermont-Auvergne. Oui, j'ai dit French Tech, oui. French Tech Clermont-Auvergne. C'était pour donner encore une visibilité plus forte encore. Voilà. Non, alors, je vais commencer par faire un petit rappel de ce qu'est la French Tech et de son histoire sur notre territoire. La French Tech, c'est le terme qui désigne l'ensemble des startups au niveau français et des startups françaises à l'international. Donc c'est la marque de reconnaissance en fait des startups. Alors au démarrage purement numérique et depuis la V2 qui est intervenue en 2019, ça touche tous les domaines de l'innovation, donc
Green Tech, Clean Tech, etc., etc. Alors, comment le label est donné, enfin, est décerné par Bercy pour qualifier un territoire. Il y a 2 niveaux de labellisation, les capitales, il y en a 13 en France, Lille, le Grand Paris, Lyon, ou des groupements comme French Tech in the Alpes, Nantes, Toulouse, donc plutôt les très grandes métropoles, qui sont donc les 13 capitales French Tech depuis la toute première labellisation qui est intervenue entre 2015 et 2016. Et puis, il y a ensuite les communautés French Tech. Il y en a une grosse quarantaine en France, je crois, et puis au moins autant à l'international, donc des groupements d'entrepreneurs de la tech français qui sont à Tel Aviv, à Bilbao, à Hong Kong, etc., et qui sont tous en réseau. Le label French Tech est arrivé pour la première fois à Clermont en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est à l'époque la métropole qui avait candidaté, et le label a été décerné sur qui existait à l'époque, qui étaient les réseaux thématiques, et donc c'était sur la mobilité. Donc Clermont était labellisé, donc le territoire de la métropole, sur mobilité Clean Tech, le réseau exact. Et puis, dans la V2, qui a été mise en place par Bercy et la mission French Tech, avec une deadline en avril 2019, le label doit désormais être porté par un pool d'entrepreneurs qui se regroupent, qui fédèrent autour d'eux des collectivités, des financeurs, des grands groupes importants, et tous ensemble soutiennent la candidature du territoire à l'obtention du label. Donc c'est ce que nous avons fait entre décembre 2018 et avril 2019 pour obtenir donc le label French Tech Communauté pour Clermont-Auvergne, avec un territoire qui va de Vichy au nord à Issoire au sud, donc agrandi par rapport à la précédente version de la French Tech. La V3 arrive en 2022 et nous avons l'ambition de couvrir la totalité de l'Auvergne et de faire une candidature de capitale. Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'était fixé au début du précédent label, la précédente version, et on n'en démord pas. on est sur cette voie, même si le confinement a un petit peu ralenti l'énergie. La French Tech, concrètement, sur place, c'est le groupement, l'association, puisqu'on l'a doté d'une personne morale, ce qui n'est pas obligatoire et ce qui n'est pas le cas dans la plupart des communautés. C'est le cas dans toutes les capitales, mais pas dans toutes les communautés. On l'a doté d'une personne morale, une association avec un conseil d'administration qui regroupe l'ensemble des parties prenantes de l'innovation sur le territoire. Donc des grands groupes comme Michelin, des banques comme le Crédit Agricole, des PME comme Babymove par exemple, un grand nombre de startups, et de nouveaux adhérents arrivent régulièrement. Et la mission de la French Tech, c'est de promouvoir, d'animer et de fédérer l'ensemble de cet écosystème, de le mettre en réseau, de le mettre en résonance, de faire en sorte que les entrepreneurs plus matures, qui ont déjà vécu des choses, fassent bénéficier les nouveaux arrivants de leur expérience, de leur réseau, de leurs conseils, de mettre en relation les acteurs de cet écosystème et de faire en sorte de promouvoir notre territoire à l'interne sur lui-même, parce que un grand nombre d'Auvergnats ne savent pas ce qui se passe sur notre territoire en termes d'innovation. Nous avons des champions mondiaux, donc nous sommes là aussi pour le montrer. Et puis, nous faisons en sorte d'aider des événements, de relayer des événements et de faire en sorte que cet écosystème se renouvelle et puisse avancer aussi dans ses méthodes de travail, dans les différents acteurs, la mise en relation des différents acteurs qui le composent, et puis aussi financièrement, avec l'accès aux capitaux.
qui sont le carburant de la croissance. Donc, les membres de la French Tech participent à différents comités d'engagement financier sur des véhicules. Nous y reviendrons sûrement tout à l'heure. On a participé notamment à la mise en place du fonds Métropole Innovation, qui est une première, puisque le fonds met en place 2 métropoles, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, pour agir sur les start-up et les entreprises des deux métropoles conjointement. Nous sommes par exemple présents au jury du village Baïséa sur les promotions, on agit dans les boards, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs de manière individuelle pour pouvoir les aider. On est en relation sur différents sujets, parce que les startups sont transverses sur différents thèmes. Et la chose importante, c'est qu'on constate qu'en 2 ou 3 ans, la maturité des nouveaux projets qui émergent, on en parlait tout à l'heure avant d'entrer, est de plus en plus grande. Les projets qui arrivent sont déjà bien plus matures et bien mieux pensés et souvent plus ambitieux que les projets qu'on avait il y a 3, 4 ou 5 ans. Voilà. Donc notre écosystème d'innovation se porte bien. Aujourd'hui, il y a sur la scène de l'innovation les maillons essentiels pour son développement. Et je pense qu'on peut être optimiste pour la suite. Merci beaucoup. Je pense en effet, et je vous rejoins, qu'on peut être optimiste pour la suite. Et il y a un trait d'union qui est assez facile à faire. Hein. Vous dites 13, 14 French Tech au niveau national. On a 13, 15 IDEX ICIT aussi, universités, territoires labellisés IDEX ICIT. Et c'est très cohérent en fait avec cette French Tech qui fait partie d'ailleurs de cette labellisation et qui finance certains projets dans tout cet écosystème. Donc on voit bien que c'est vraiment cette articulation entre tout ce schéma-là. Enfin, on va finir avec les autres intervenants, mais je pense que la plus-value, elle est vraiment là sur notre territoire. Je laisse donc la parole maintenant à Vincent Soupio, donc directeur ou maire du village Baïséa. Non. Vous voulez maire? Bon. Normalement, je suis franc avec vous, on n'a plus le droit d'utiliser ce mot, oui. Surtout face à des élus qui pourraient comprendre ça d'une autre manière. Vous avez vu mais... Bon, mais il nous connaît, mais voilà, je voudrais pas. Non, on n'est pas élu. Donc, je suis le directeur du village Baïséa. Et un peu comme Yannick, alors on est un peu moins récent parce qu'on a été créé il y a 1 an, mais on fait partie d'un réseau qui a été créé il y a plus de 6 ans. Donc, on a une certaine maturité et on profite de toute l'expérience des autres villages qui sont implantés sur tout le territoire. Mais à Clermont-Ferrand et sur l'Auvergne, on n'a que1 an d'existence, donc on a beaucoup de choses encore à travailler pour se perfectionner et intégrer d'une manière cohérente l'écosystème. Et ce qui est important, et je pense que c'est le message qu'on veut essayer de faire passer tous ensemble, c'est que on n'est pas en compétition sur nos activités. On a des fois des zones de chevauchement, mais on a une même raison d'être, c'est de développer notre territoire. On veut créer les champions de demain, on veut créer de l'emploi. On s'y prend avec nos expertises. Alors Yannick qui va très en amont, on a les clusters aussi qui nous aident, Pépite qui est vraiment très en amont auprès des étudiants. Et nous, on se retrouve à la fin, on va dire, de ce processus d'innovation qui va être une phase. Alors moi, je dis toujours qu'elle est la plus critique, mais j'imagine avant, je la vois pas aller aussi critique. Mais c'est là où on a de la casse. C'est j'ai commencé ma société, j'ai un début de chiffre d'affaires, mais après, il va falloir le développer, il va falloir aller chercher des clients encore d'une manière encore plus importante. Et là, bien sûr, il y a notre écosystème qui est autour de Clermont, mais le développement de Clermont ne se passe que par un développement national, voire international. Donc, il va falloir aller chercher des clients bien au-delà de Clermont-Ferrand. Il va falloir se structurer. Il va falloir aussi faire des recrutements. Ça paraît tout bête, mais à chaque fois qu'une start-up fait un recrutement, il faut s'imaginer que quand vous avez un porteur de projet, s'il prend une personne, ça veut dire qu'il double sa capacité. Mais par contre, s'il se plante, je peux vous dire que la conséquence, elle est extrêmement importante. Et à chaque recrutement, c'est un choix stratégique qui est important. Et ça paraît tout bête, mais c'est quoi la convention collective? C'est quoi le contrat de travail? C'est tous ces aspects-là qu'on essaie d'amener autour de la start-up. Forcément, elle n'a pas toutes ses compétences et c'est impossible pour un porteur de projet d'avoir toutes ses compétences. Et on vient lui amener, grâce à nos réseaux, toutes ces compétences apportées pour aller plus vite, plus fort. C'est ce qu'on essaie d'amener. Alors, des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Mais là, on a de la casse. Pourquoi? C'est que des fois, je suis au fond avec vous,
il y a des porteurs de projets qui amènent des solutions alors qu'il n'y a pas forcément de problème. Et c'est là où on le voit, la réalité. Je suis dur avec ça, mais est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que des fois le problème, il est peut-être dans 10 ans, mais il n'est pas aujourd'hui? Ou alors le problème, il était il y a 10 ans, il n'est pas aujourd'hui, il n'y a pas de client. Et forcément, bah là, vous avez une entreprise qui, à la fin, va mourir parce qu'elle n'aura pas réalisé ce qu'elle pouvait amener. Et malheureusement, quand on est en phase d'accélération forte, bah, on est face à cette réalité qui fait qu'il y aura forcément des projets qui ne vont pas réussir. Maintenant, je suis comme Olivier, moi, je suis, après un an, extrêmement positif sur ce que je vois. On a aujourd'hui, dans le village, 26 projets, on ne pensait pas en avoir autant, et on a de la demande. Et on voit des projets beaucoup plus matures que ceux qu'on a déjà vus l'année dernière, et on se dit, bah, on voit des projets qui arrivent avec des porteurs de projets qui ont de l'expérience, des sujets qui ont une envergure, moi je dirais internationale, hein, et ça nous fait plaisir parce que là, on peut vraiment amener une plus-value énorme. Mais avec une envergure et une structuration vraiment différente. Et il va falloir aller chercher des fonds, il va falloir aller chercher des gens autour de ce projet. C'est ce qu'on va essayer d'amener au village. On a la chance de travailler avec 40 villages, donc d'aller sur l'intégralité du territoire national. Et grâce à notre réseau Crédit École, on peut aller dans le monde entier pour accéder à des ressources. On a la chance de faire partie des plus grands salons sur toute la France ou toute la planète. À titre d'exemple, on n'est pas les seuls, mais au CES de l'année prochaine, en janvier, on a 5 start-up françaises qui seront au CES avec le label Village. Et dans ces 5, il y a une qui vient de Clermont-Ferrand, qui est Surgar. Alors on la connaît tous, hein, puisqu'elle vient de chez Yannick, French Tech. Elle a été accompagnée, on va dire, par tout le process de Clermont-Ferrand. Et elle se retrouve là-bas. Alors c'est pas un Graal d'aller au CES, hein, parce que, voilà, mais je sais que son marché est aux États-Unis. Et donc, avec notre accompagnement, elle peut accéder beaucoup plus vite à ce genre de manifestation qui lui donne une envergure beaucoup plus importante. Voilà. Donc nous, on va être vraiment dans la... Moi, je dis souvent, c'est pas très sexy ce qu'on fait au village. On va créer une entreprise, on va essayer de lui amener tous les outils qui sont pas forcément innés pour le porteur de projet. Beaucoup, on a des gens qui sont extrêmement créatifs, hein, puisque pour être un innovant, il faut être un peu créatif. On peut être du domaine ingénieur, du domaine marketing, etc. Mais nous, on va essayer d'en faire un chef d'entreprise. On va essayer d'en faire un dirigeant et ce changement de posture, il n'est pas évident. On le fait en étant accompagné, notamment de gens comme Olivier, mais on a la chance d'avoir 60 dirigeants de Clermont-Ferrand ou de la région qui nous accompagnent, qui viennent autour de ces porteurs de projets pour essayer de les accompagner à cette transition, de passer d'une posture d'innovant à une posture de chef d'entreprise, et ce n'est pas la même. Des fois, en étant franc, on n'y arrive pas, alors que le projet est génial. Des fois, il faut peut-être que le porteur de projet se mette en recul, mette d'autres personnes à la tête. Ça s'accompagne psychologiquement. On essaie, bien sûr, des fois ça ne marche pas. Des fois, la personne veut garder la main à faire tout l'opérationnel lui-même. Et des fois, il comprend qu'il faut peut-être mieux être actionnaire et laisser la main à d'autres personnes. Donc, c'est toute cette transition qu'on essaie d'amener. Le but, mais je pense qu'il est pour nous trois, hein, ou pour nous quatre, c'est de dire qu'à la fin, on veut que les startups restent ici, sur notre région, et l'écosystème, créer les emplois de demain. On le dit souvent avec nos partenaires. Moi, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle Limagrin, qui a été créée en 65. En 65, ça faisait 0 de chiffre d'affaires. Donc, en 50 ans, ça fait plus de 2 milliards. Donc, il y a des baby moves. Les baby moves de demain sont, j'espère, chez nous. Ça démarre un jour. Théa a été créé il y a 25 ans. Aujourd'hui, ça emploie, je ne sais pas combien, mais plusieurs centaines de personnes. Donc, je pense que dans nos structures aujourd'hui, il y a le Théa de demain, il y a le baby move de demain. Et c'est à nous collectivement d'essayer de l'amener. Pourquoi ? C'est parce que je souhaite qu'il reste en Auvergne, en tout cas sur notre territoire clermontois. Voilà. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on travaille très bien et on a beaucoup de choses à faire encore avec Yannick, mais tout ça, ça a une continuité. C'est-à-dire on n'est pas en compétition, on est plutôt dans une continuité. On a bien sûr l'apport de la French Tech. On travaille avec des clusters, alors car je n'ai pas encore l'honneur, mais on a Xylo Future notamment, puisque au village, on a 10 thématiques, notamment la forêt, c'en est une, puisque notre territoire est recouvert un tiers de forêt. Donc on travaille avec Xylo Future sur cette thématique. On travaille avec Végépolis Vallée, qui est à la fois Clermont-Ferrand et à la fois Angers, pour toute la transition agricole. Et on travaille avec Digital League sur toute la transition, bien sûr, sur le digital. Mais il y a sûrement d'autres. La mobilité est un axe, bien sûr, porté par Orbimob, qui nous a montré ce sujet. Et donc on l'a comme axe stratégique autour du village. À nous d'animer, à nous d'essayer de faire profiter de notre réseau et de notre expérience autour de la mobilité
et de s'appuyer sur toutes les équipes de Nicolas et d'Orbimob pour essayer de booster notre territoire. Voilà comment on s'inscrit sur notre initiative. Merci beaucoup. Je relève juste une chose, mais Oui. on va en parler après, et qui m'a bien plu aussi dans ce que vous avez dit, c'est vous avez parlé de l'humain et de la personnalité. Oui. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on ne prenait peut-être pas assez en compte il y a quelques années, et qui aujourd'hui, je crois que vous tous, vous prenez vraiment... c'est presque le centre du projet. Et c'est vrai qu'à un moment, on parlait beaucoup de compétences techniques, technologiques, scientifiques, etc. Et on a parfois oublié ce volet-là. Je vais vous dire ce que disent les investisseurs. Hein. Les investisseurs, ils disent il faut mieux un mauvais projet avec une bonne équipe plutôt que l'inverse. Donc je ne dis pas qu'ils ont raison, hein, les investisseurs, mais bon, ils ont quand même une expérience du sujet. Voilà. Le savoir-faire, le savoir-être, on pourra en reparler. On va laisser la parole à Frédéric Coureau, qui lui est fondateur d'une start-up. Exactement. Accélérée par le village Baïséa. Oui, tout à fait. Et donc voilà, l'idée c'est que vous nous donniez un petit peu votre vision de ça, des difficultés, etc. Bien sûr. Alors juste 2 mots pour présenter effectivement la start-up qui s'appelle Pilici, qui s'est intéressée aux problématiques de consommer mieux, consommer court, consommer local, essentiellement dans les territoires ruraux à la base, avec une vraie problématique qui était anté-Covid. Hein, c'est une réflexion qui a démarré bien avant le Covid et qui a été accélérée. Donc on est accéléré aussi par le Covid finalement, pas que par les villages. Hein, essayons de trouver des points positifs à la relation avec le Covid, avec une problématique qui est à la fois effectivement une problématique nutritionnelle, simplement d'accès aux services de proximité dans des territoires où c'est pas toujours simple de consommer local, avec une problématique économique. On sait que les territoires ruraux qui en France représente 70% du territoire français, représente 28 000 communes, représente 24 millions de Français. Il y a une vraie problématique économique à la base. Si des territoires ne sont pas desservis par un certain nombre de services dont le commerce de proximité fait partie, on sait qu'il y a une désertification et puis surtout un empêchement à se développer. Et puis, il y a une problématique et ça nous ramène aussi au sujet d'aujourd'hui, de mobilité, parce que le premier constat sur lequel nous sommes partis, c'était l'accroissement de l'itinérance dans les territoires ruraux, avec une réalité que l'itinérance aujourd'hui est en train de regagner des lettres de noblesse qu'elle avait perdues depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on connaît bien dans les zones urbaines les food trucks, mais en territoires ruraux, on peut accéder à du commerce de proximité, mais Jean Castex a annoncé il y a 8 jours que France Service faisait l'acquisition encore de 50 bus supplémentaires pour apporter les services dans les territoires ruraux, les services de l'État, avec une forme de proximité, même si ce n'est que quelques heures dans le cœur d'un village. Et on sait que en termes de mobilité durable, il vaut mieux y avoir quelques services qui se déplacent plutôt que quelques dizaines de milliers de consommateurs qui font des déplacements pendulaires. En territoire rural, en moyenne, c'est 17 km aller-retour pour aller faire ses courses en moyenne. Donc ça veut dire qu'en termes de consommation, en termes de mobilité durable, l'itinérance, le commerce itinérant, c'est aussi une vraie solution. Donc nous, on est parti de cette problématique-là, en essayant de ne pas tomber peut-être dans les travers de toutes les expérimentations qu'on a pu voir à droite et à gauche pendant le Covid, de faire finalement des outils très simplistes, des cartographies, des petits annuaires, des choses comme ça, mais en essayant d'abord de concaténer toute la matière existante. Aujourd'hui, la start-up donc Pilici, nous concaténons toute l'information disponible sur l'intégralité. On est la plus grande base de données du commerce de proximité français, au-delà même de ce que l'État connaît sur ses commerçants, puisqu'on fait dialoguer un certain nombre de bases de données en open data, mais également en base privée, et on identifie toute l'information sur 600 000 commerçants, mais également sur près de 15 000 producteurs locaux fermiers, sur également 9 000 marchés français, sur également un certain nombre de foires, de salons, etc., qui maillent notre territoire. Donc la première des choses, c'était d'avoir de la formation, d'être capable de l'ordonner. On gère et on met à jour quotidiennement l'équivalent de 1,5 milliard de data unitaires chaque jour. Une fois qu'on a eu cartographié ce schéma-là, l'idée, c'était d'arriver à le proposer effectivement à des clients. Et donc pour ça, c'est classiquement, j'allais dire, sur la base d'un site web et d'une application mobile, une application pour téléphone portable, qui permet aux consommateurs de repérer juste à côté de chez soi une offre locale qu'il ne connaît pas nécessairement et d'y accéder après et de s'y rendre et de faire des achats. En sachant que ça nous permet aujourd'hui de déployer par exemple un partenariat avec le ministère de l'économie et avec le ministère
ministère de Joël Giraud sur la ruralité. Nous sommes en train de mettre une opération en place pour déployer 28 000 sites internet dans 28 000 communes rurales, enfin 26 000 sites internet dans 26 000 communes rurales, de façon à cartographier toute l'offre locale de proximité. C'est ce que nous faisons en ce moment. C'est effectivement d'être déjà une jeune start-up dirigée par des seniors. C'est une première difficulté. Ça fait tout drôle quand vous vous retrouvez dans des comités d'engagement, dans des concours, avec challengé par une jeune génération très performante et très pertinente. Vous vous remettez en question déjà. Et puis les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est effectivement à un moment donné de savoir frapper peut-être à la bonne porte, comme toute start-up, savoir vers qui se tourner, parce que l'ensemble des acteurs présents ce matin, mais également dans la salle ou plus largement sur le territoire, démontrent qu'il y a beaucoup de portes d'entrée, que ça peut un peu troubler parfois les jeunes startups. Alors, je mets ça un peu en bémol de mon côté. Moi, je suis un ancien directeur en compagnie consulaire, en chambre de commerce, donc j'avais une vision au moins des portes d'entrée. Après, pas nécessairement des dispositifs, des femmes et des hommes présents derrière. Mais la première difficulté, c'est de savoir taper à la bonne porte et puis d'avoir cette petite dose de culot qui fait qu'on arrive à se dire à un moment donné, on n'a rien à perdre, il faut aller taper à toutes les portes et poser les questions de manière peut-être toute simpliste. Voilà, j'ai un projet, qui peut me dire si ce projet déjà tient un peu la route, le faire challenger. Et il y a peut-être notre vecteur sur lequel, qui n'est pas représenté ce matin, mais sur lequel nous on s'est beaucoup appuyé, qui est intéressant, c'est l'ensemble des concours. Par exemple, nous, on a présenté le concours DCF Startup. Au tout début de l'entreprise, elle n'existait pas. C'était un pitch de 20 lignes et d'1 minute 30. Et d'aller se faire challenger, d'accepter qu'on peut se faire challenger, d'accepter qu'on peut prendre des grandes déceptions aussi, parce qu'on arrive très fier en pensant que son projet est le meilleur du monde, et au final se rend compte qu'il n'est pas vu à sa juste valeur, bien sûr. Bon, on a eu cette chance-là de remporter ce DCF Startup, puis d'en remporter d'autres après derrière. C'est aussi un mode de challenge finalement pour l'entrepreneur qui doit accepter de se faire remettre en question. Et puis après derrière, effectivement, une fois que la porte est ouverte, alors, je ne sais pas si c'est l'objet d'autres questions, mais j'allais dire de prendre en main un parcours, un véritable parcours avec une vraie réflexion sur où veut-on aboutir, quelle est finalement son ambition par rapport à son entreprise, sur son marché, sur ses clients, mais aussi sur son développement et donc d'aller rencontrer les bonnes personnes dans les bons réseaux qui vous donneront cette accélération ou cette clé pour franchir une étape. Je ne sais pas si dans un premier temps ça vous suffit ou on va plus loin. C'est parfait parce qu'en plus je regarde l'heure, mais oui, c'est pour ça je me suis dit. Il est déjà 11h25 et on a jusqu'à midi, mais vous avez finalement déjà répondu à pas mal de questions que je voulais vous poser en présentant vos structures. Je crois que tout le monde a bien compris que quand même on a tous ces chaînons de schémas d'innovation qui sont aujourd'hui présents et qui ne l'étaient pas il y a quelques années. On l'a déjà dit. Et je crois que c'est une réalité. En fait, vous avez tous parlé de vos structures qui sont assez nouvelles finalement, même s'il y avait des choses qui existaient. Et puis c'est un renouveau aussi, et ce renouveau permet aussi de mieux articuler, de mieux comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc merci pour tout ça. Elisabeth, vous nous entendez toujours? Oui, c'est bon pour vous? Voilà. Peut-être je voudrais juste rebondir ce que vous dites. Vous êtes combien aujourd'hui dans votre start-up? Alors, nous sommes 6, deux cofondateurs, j'allais dire un premier vrai salarié. Voilà, d'où l'engagement est important effectivement. Et puis trois apprentis, alors qui ne viennent pas de l'université, j'en suis navré. C'est des salariés, oui, non, mais c'est des salariés, oui, tout à fait, non, mais c'est clair. C'était pour rebondir en effet sur ce que vous voilà, disiez. Exactement, oui, ce sont des. Au quotidien, c'est le cas. Voilà, qui viennent à l'occurrence de l'école de commerce, voilà, tout à fait. Ouais, c'est l'écosystème, c'est pas l'université, mais c'est l'écosystème territorial. On est d'accord là-dessus et c'est très bien. Peut-être aussi, il y a quand même un point qu'on a à peine abordé et Yannick, je crois que c'est toi qui pouvais y revenir, c'était sur ce fonds métropolitain d'innovation, peut-être le présenter un peu plus parce qu'on est passé assez vite dessus et c'est assez particulier quand même sur notre territoire. C'est pas les mêmes. Donc, merci à la métropole. On parle de quoi? On parle du fonds d'investissement ou on parle de... Je pense qu'on peut parler des deux parce qu'on en a peu parlé et que c'est quand même une plus-value. Voilà. Et vous pouvez tous les deux prendre la parole. Pour le fond, je laisse Olivier en parler parce que je pense que tu le connaîtras bien mieux que moi et à la rigueur, je pourrais être le petit frère.
Alors le fonds, c'est celui dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure avec Saint-Étienne, donc qui est tout neuf en fait. Pour l'instant, il y a eu un projet, enfin une entreprise qui a été financée et une deuxième arrive incessamment sous peu. Mais on ne peut pas encore en parler de manière officielle. Donc ce fonds, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une première en France parce qu'il est opéré par, enfin en tout cas, il associe 2 métropoles qui ont créé une SCR, donc une société de capital risque, qui a été confiée en gestion à Sofimac, qui maintenant s'appelle UI Investissement, mais ça reste Sofimac dans les faits, qui opère ce fonds. À terme, donc ce fonds est initié par 2 mises des métropoles. Aujourd'hui, les engagements au total sont de 7 millions et s'agrègent à ça des banques et toujours en cours de levée, donc des family office, pour amener ce fonds à un total de 15 millions sur 3 ans. En fait, ce fonds a été initié avec l'arrière-pensée de se dire le fonds Jérémy, qui a un fonds européen qui a énormément irrigué l'écosystème sur les dernières années et qui a profité à beaucoup de startups, arrive à son terme et on ne pouvait pas tomber dans un grand vide sans se poser la question de ce qui allait pouvoir derrière amener les mêmes effets, c'est-à-dire être à mi-chemin entre l'amorçage et le développement sur des entreprises qui ont vraiment besoin à un moment de ne pas rester coincées dans la vallée du désert. Donc ce fonds est né, est porté par les 2 métropoles. Donc je le répète, c'est une vraie première en France. Et avec un comportement un petit peu différent de fonds d'investissement plus traditionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté absolue de rentrer, sortir des entreprises dans lesquelles il y a des prises de participation, comme peut l'être avec un fonds qui doit rendre des comptes à ses souscripteurs. Là, bien évidemment, il va y avoir sur le un peu plus long terme des obligations de rendement, ou en tout cas de faire en sorte que le fonds puisse se renouveler avec des sorties éventuelles, etc. Mais il n'y a pas d'obligation écrite dans le fonctionnement du fonds de devoir sortir des entreprises dans lesquelles il sera. S'il est bon pour l'entreprise que le fonds reste, il peut rester. Il n'est pas dans l'obligation de sortir, comme ça peut être le cas sur des fonds qui ont des durées courtes. Voilà. Donc on est vraiment dans une vision de consolidation de l'écosystème territorial et de la progression de notre tissu industriel et d'innovation sur les années qui viennent pour faire pousser de belles PME dont on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est celui-là, oui, dont on parlait. Oui, tout à fait. Mais tu peux, si tu veux rajouter un mot, tu peux. L'autre est un peu hors contexte, donc j'entends ta question, mais ma réponse sera sur autre chose. Si tu m'en veux pas. Je commencerai. Non, ouais. Après, il y a le Fonds métropolitain d'innovation, donc là, qui est un fonds destiné, en fin de compte, à octroyer des bourses à la création d'entreprises aux jeunes créateurs. Donc, c'est 15 000 €. En effet, ça, c'est quand même assez intéressant dans la mesure où souvent, le blocage pour un créateur d'entreprise, surtout quand il est jeune et donc il n'a pas de chômage ou d'autres activités, c'est en effet les frais de vie. Et souvent, ça peut être un blocage justement à l'émergence de ses talents et à se lancer dans l'aventure. Et c'est vrai que là, pour le coup, Clermont-Auvergne Métropole donc, a lancé le FMI. Alors, je ne sais plus combien, ça date quand même depuis un certain temps quand même, qui permet, en fin de compte, d'avoir un SMIC pendant 1 an, plus des frais, plus 5 000 € en effet pour les déplacements, et qui permet en fin de compte de passer cette première année alors c'est en partenariat avec un incubateur, donc que ce soit Square Lab, Clermont-Auvergne Innovation, Coco Shaker, c'est-à-dire, et donc en fin de compte,
pendant qu'il fait la formation à l'entrepreneuriat, qu'il prépare son projet, il n'est pas en détresse personnelle. Donc voilà, ça c'était donc la réponse à ta question. Et ensuite, je vais donner la réponse à ma propre question que personne ne m'a posée. C'est ce que, en fin de compte, c'est Olivier donc qui m'a inspiré. Donc en effet, on a ce fonds-là donc entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Par expérience, en effet, ces fonds-là sont essentiels aussi parce que dans le cadre du développement et en particulier en amorçage, en fin de compte, on a très peu d'acteurs. Jusqu'alors, on avait Jérémy Innovation qui faisait complètement le boulot et on a eu des très beaux projets qui sont issus de Jérémy et donc c'est un peu la vocation de ce fonds-là de faire. Après, on aura un autre fonds prochainement qui s'appelle Pertinence Invest 2 dans laquelle donc l'Université Clermont-Auvergne et Clermont-Auvergne Innovation ont décidé de souscrire, qui là pour le coup est sur de l'ultra-amorçage, donc on est encore plus en amont dans la chaîne de valeur, mais pour les projets deep tech. Excusez-moi, je parle des choses en effet qui sont un peu, c'est-à-dire donc d'investir très tôt dans les entreprises. Ces fonds ayant vocation à faire effet levier sur d'autres fonds nationaux type French Tech Seed et donc pourquoi pas sur le fonds métropolitain. Donc ce qui permet au final pour les beaux projets de ne pas avoir de problématique de financement, parce que ça, je pense que tout le monde sera d'accord autour de la table. Les fonds propres de départ sont quand même c'est ce qui va déterminer l'intervention du fonds, l'intervention des banques évidemment, etc., etc. Donc ça me permet quand même à l'environnement Clermont-Auvergne d'avoir à la fois les outils d'accompagnement, comme tu l'as dit, qui ne sont pas redondants mais tuilés. Moi, j'aime bien ce terme-là parce que ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de rupture dans la chaîne d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va d'un acteur à un autre de manière extrêmement simple, fluide, sans se dire, tiens, ce projet-là, il est à moi, non, il est à toi, non, il est à nous tous. Et ensuite, d'avoir quand même l'essence quand même pour la mettre dans le moteur parce qu'autrement, on va rester sur le parking. Merci. Peut-être parce que le temps passe vite et j'aimerais bien quand même qu'on aborde. Alors on est tous très positifs et c'est tant mieux. Donc ça veut vraiment dire, je pense qu'il y a un vrai objectif à atteindre et qu'on peut y arriver. Mais je voudrais avoir votre avis et puis peut-être aussi Rémi et Elisabeth sur pour vous quels sont les défis, les challenges qui restent encore à relever. Qu'est-ce qui est encore bloquant? Comment on peut encore optimiser toute cette chaîne de l'innovation et favoriser le développement, et notamment en mobilité durable. Hein. Elisabeth, ouais, peut-être. Oui, peut-être que Rémi, vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien. Vous m'entendez bien? D'accord. Oui. Donc je pense, d'accord. Je pense que Rémi, qui est dans ces dossiers-là encore plus, je dirais, profondément que nous le sommes chez Tenardis. Je pense qu'aujourd'hui, la démarche fondamentale de l'innovation, c'est d'arriver en fait à faire émerger ces démarches de collaboration entre les différents acteurs. Je pense que ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que souvent, on retrouve beaucoup d'entreprises qui ont des idées qui souvent s'adossent à, effectivement, comme on l'a vu avec les différents intervenants, à des structures académiques extrêmement riches et qui amènent énormément de compétences, de technologies. Donc, ces premiers éléments, on va dire, d'amorçage d'innovation, en général, ils sont relativement bien accompagnés parce qu'il y a beaucoup de structures en fait qui accompagnent et des dispositifs financiers qui accompagnent ces structures-là. Je dirais que là où c'est souvent un petit peu plus délicat, c'est quand il s'agit de passer à la taille soit au deuxième projet ou au troisième projet où il faut remettre quelque part de l'énergie dans le moteur, et on parle de mobilité mais c'est un peu plus large que ça, et où souvent parfois les entreprises ont du mal à passer ce deuxième step alors qu'il faut continuer à innover, il faut continuer à investir, soit parce que finalement il faut continuer à dédier des ressources là-dessus et c'est pas toujours évident, soit parce que finalement les montages de projets collaboratifs sont plus complexes avec plus d'acteurs, avec d'autres intervenants, et qu'ils ont une difficulté finalement à trouver ces relais d'innovation. Et je pense que c'est en tout cas nous ce que l'on fait aussi, clairement au niveau des pôles de compétitivité, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises tout au long finalement après leur parcours d'amorçage, leur parcours d'accélération, de dire attention maintenant vous devez continuer à innover. Ne vous appuyez pas que sur, bien sûr, votre premier projet, votre premier produit, vous devez le lancer, vous devez le commercialiser, ça c'est essentiel, mais continuez à garder de l'avance et donc continuer à innover. Donc on va vous accompagner à trouver d'autres partenaires qui seront peut-être des partenaires plus industriels et plus autres. Donc moi, à mon sens, il y a vraiment un travail à faire là-dessus.
et puis continuer à partager de ce fait-là aussi tous les dispositifs qui existent. Et ils sont très nombreux. Et c'est aussi une des difficultés, c'est de trouver les bons appels à projets, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, et les dispositifs régionaux qui existent, voilà, comme il en existe à Clermont. Et Rémi, tu peux certainement compléter également. Oui, merci Elisabeth. Oui, ce qu'elle avait mentionné Elisabeth et gérer la complémentarité entre les acteurs, c'est la base. Si je reviens moi, un peu spécifiquement sur la thématique de la mobilité et du transport, il y a aussi une problématique d'expertise et de connaissance globale. Nous, on voit beaucoup d'acteurs qui arrivent sur la mobilité via le digital, via l'énergie, via un composant particulier. Et souvent, ce qui manque, c'est une vision un peu plus systémique. Et justement, cette vision transversale, globale, qui permettra d'une part d'être sûr que le marché ciblé est réel, qui ne va pas être confronté à des problématiques réglementaires. On a, Elisabeth citait tout à l'heure la société Gulplug, qui est une société qu'on accompagne également, qui s'est confrontée très récemment à un amendement européen qui finalement l'empêche quasiment de déployer sa solution, parce que dans les solutions de connexion automatique de véhicules, la connexion par magnétisme n'était pas ciblée, n'était pas identifiée, et en gros, sa solution était considérée comme illégale, enfin non réglementaire. Donc, quand on est dans un environnement qui est très réglementé comme le transport, c'est compliqué. Donc, il a fallu travailler. Donc, maintenant, apparemment, ça a été réglé. C'était un amendement à rajouter, mais voilà, ça a été réglé. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que dans nos écosystèmes, on est capable aussi, dans les pôles et clusters, de regrouper cette expertise globale, au-delà de tout ce qui peut être fait sur l'accompagnement au financement, l'accompagnement à l'humain, l'accompagnement au développement de la personne, du dirigeant, ou au-delà de ça, de la startup. Il y a aussi l'accompagnement à la connaissance de l'écosystème et de son environnement dans lequel il va être intégré. Si on parle de l'industrie de l'automobile, c'est pas la même que l'industrie du camion, c'est pas la même que l'industrie du transport par câble. Et typiquement, nous aussi, cette vision d'expertise thématique, on la porte et on est capable de l'amener à différents acteurs de façon, je dirais, un petit peu plus ponctuelle et un peu plus ciblée qu'un accompagnement sur la longueur, et là qui est vraiment au service du développement de l'entreprise. On a vraiment des services qui sont plus dédiés à ce genre d'aspect, et en plus de ceux que mentionnait Elisabeth sur les projets collaboratifs qui sont plutôt dédiés à des entreprises qui sont déjà en pleine vie, qui ont déjà du fonds propres, qui ont déjà une activité qui leur permettent d'avoir un fonds de roulement et d'innover et d'investir dans l'avenir. Et aussi, comme disait Elisabeth, de leur dire continuez à investir, continuez à maintenir cette activité de prospection, vous avez de l'avance, essayez de la garder. Merci. Et je pense aussi que la plus-value de vous Paul, je valise, mais c'est aussi en effet la veille sur cet écosystème et tenir informé en fait vos acteurs, vos membres de l'évolution de cet écosystème et de comment ils peuvent s'articuler en fait avec celui-ci. Moi, je rajouterais dans les challenges qu'on a, c'est d'être capable que Clermont-Ferrand ou la métropole soit vue sur des thématiques d'avenir. Et en quoi notre métropole, alors est-ce que c'est la mobilité, c'est la question, mais comme on le dit cette semaine, je vais vous dire c'est la mobilité, mais qu'à un niveau plus large que notre métropole, on soit vu comme un écosystème dans lequel le développement des entrepreneurs seront que si je viens ici à Clermont-Ferrand, j'aurai l'écosystème, que ce soit de l'académie jusqu'aux entreprises, qui va être favorable pour la création de mon projet. Et moi, je suis franc aujourd'hui, alors je ne parle pas de la mobilité, mais je me suis posé la question il y a un an, je fais une structure d'accompagnement. Certains de mes collègues sont partis sur l'agriculture, sur des sujets, ils ont dit nous, on va travailler un axe. Moi, quand je suis incapable à Clermont-Ferrand de définir l'axe, c'est une force, parce qu'en termes économie, on peut dire si un pan de l'économie tombe, à Clermont-Ferrand, on ne tombera pas, puisqu'on a plein d'axes différents. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus reconnu. Alors, si j'enlève Michelin, on pourrait dire on a le pneumatique, mais on sait, étant de Clermont-Ferrand, que le de la métropole n'est pas constitué que de Michelin. Mais il nous faut plusieurs axes, mais il faut savoir communiquer de manière plus forte à l'extérieur pour pouvoir dire, je sais que si je suis start-up, j'irai à Lyon, j'exerce pour la food tech, j'irai à Clermont-Ferrand pour la mobilité. Parce qu'on doit être capable d'attirer des gens qui ne viennent pas que de nos territoires. Et la force, ça sera d'être vu comme ici l'environnement qui sera bon pour la mobilité, dans lequel je vais pouvoir avoir tout l'écosystème de A jusqu'à Z qui va aider au développement de mon territoire.
Aujourd'hui, on n'y est pas encore arrivé, je pense. Non, mais je rebondis. Alors là, je suis complètement en phase avec ça, et c'est complètement l'attendu en fait des e-sites dont on a un peu parlé, pas beaucoup. Alors moi, je baigne dedans, mais il y a les IDEX et il y a les e-sites. C'est pas des plus petits et c'est des plus gros. C'est simplement que les e-sites, en effet, c'est sur des territoires où on demande une différenciation. Et donc aujourd'hui, on est en termes de force académique une université pluridisciplinaire avec 4 thématiques différenciantes, 4 particulière. Et l'idée, c'est ça. C'est d'avoir un écosystème qui soit fédéré autour de ces thématiques-là. On parle de recherche académique ou de lien avec le monde socio-économique, etc., etc. Et je vous rejoins. Enfin voilà, c'est vraiment l'ambition aujourd'hui de ce territoire-là. Ouais, si je peux rajouter quelque chose sur ce thème, c'est que je pense qu'on est globalement pour garder l'image de la mobilité, dans un train avec des aiguillages, avec des wagons qui sont les acteurs de l'écosystème, et qu'on a besoin de locomotives. Et que ces locomotives, certaines sont en train d'émerger, et que peut-être ce sont ces locomotives qui créeront les filières ou l'identification forte à un secteur. Bon, pour parler de ce qui a fait un peu de bruit ces dernières semaines, Afiren, qui vient de rentrer en bourse, Afiren étant un des membres fondateurs de la French Tech Clermont-Auvergne, et présent au conseil d'administration, fait partie du French Tech 120, donc les 120 entreprises identifiées en France comme les entreprises à fort potentiel. Il y a la partie complètement émergée de l'iceberg, c'est le Next 40, donc les 40 entreprises de l'innovation qui sont supposées être le CAC 40 de demain. Donc en Auvergne, on a une entreprise désormais dans le French Tech 120 et qui vient de rentrer en bourse, qui est Afiren. Alors il y en a une autre, c'est Carbios. Donc oui, et Metex. Mais donc on a des champions, des locomotives qui doivent continuer à s'investir dans l'écosystème. Le projet sur Katarou va probablement aider aussi à ça. Donc ces locomotives qui sont en train d'émerger suite aux locomotives qu'il y a eu dans le début des années 2000, plus sur le numérique, c'est la nouvelle génération qui arrive, et c'est celle qui va tirer les wagons sur les années qui viennent. Et puis je voudrais rajouter une brique dont on n'a pas parlé et qui, je pense, a fait énormément pour l'écosystème d'innovation ces dernières années. C'est Turing 22, qui est le bâtiment à l'endroit sur lequel il y a les échanges, il y a les rencontres, et on est sur un secteur où, en étant éparpillé entre les labos, les startups qui ont leur propre bureau, etc., on a eu tendance pendant très très longtemps à être dans des petits cloisonnements. Et je pense qu'il est bien de rendre hommage à Tristan Colombet pour ce projet. Et je sais qu'il en a d'autres sur le même thème. Mais on a besoin de ces lieux qui sont des creusets, des endroits de rencontre entre les différents acteurs, à l'image de ce que peut être Station F à Paris, hein, en restant à l'échelle clermontoise. Mais je pense que c'est très très important d'avoir pu trouver ce lieu où tout le monde cohabite, se rencontre avec des événements, avec voilà, c'est l'endroit où ça peut et ça doit bouillonner. Voilà. Merci. Bérangère, si je peux. Oui, je voulais rajouter quelque chose qui me paraît absolument important. Vous parliez de l'attractivité, voilà, d'un territoire comme Clermont et la métropole qui l'entoure. C'est absolument essentiel de développer cette visibilité, cette notoriété-là, parce que quand les entreprises vont grandir, elles vont naturellement recruter. Et il faut recruter des bonnes équipes. Je ne sais plus qui autour de la table disait il vaut mieux un projet moyen avec une bonne équipe que l'inverse. Et je pense que le talent, attirer les talents, c'est essentiel. Et donc il faut que la ville de Clermont, la métropole de Clermont, ait ça en tête en disant il y a des entreprises quand elles grandissent comme celles qu'on a dans le pôle, qui recrutent une personne par semaine. Et de tout niveau, des techniciens, des ingénieurs, voilà, de tous les profils. Et il faut absolument que, en tant que tel, voilà, l'écosystème clermontois ait cette dynamique-là et cette visibilité-là auprès des jeunes, voilà, des jeunes talents.
Yannick, tu veux Alors, rebondir. ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet que je souhaitais évoquer. Donc, au-delà d'attirer les jeunes talents, gardons-les. On en produit quand même un certain nombre, donc issus de nos écoles, universités, etc. La principale motivation quand même aujourd'hui d'un talent qui va sortir de notre enseignement supérieur, c'est pas forcément de gagner plus, de travailler plus pour gagner plus. C'est vraiment de donner du sens en effet à son métier, à son investissement. Alors le sens, ça peut être l'entrepreneuriat, mais au-delà de ça, ça peut être la mobilité. La mobilité durable a du sens et ça résonne quand même aux oreilles de nos jeunes. Et cela, en effet, avec ces sujets-là, cette différenciation donc, qui est apportée par le label ICIT qui dit, écoutez, si vous voulez donner du sens, si vous voulez aller dans la mobilité durable, il y a non seulement les infrastructures, les entreprises, mais également le support académique, enfin bref, tout est là. Je pense que ça peut, en effet, au-delà, ça peut en attirer, mais ça peut aussi nous permettre peut-être d'en garder quelques-uns. Ça pas plus mal. Et c'est vrai qu'on n'a pas abordé les niveaux de compétences ou de formation, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi tout ce panel-là, même du secondaire, techno, technique, jusqu'à du bac plus 5, bac plus 8, mais je crois que tous les niveaux sont aujourd'hui recherchés dans les entreprises et c'est même une vraie problématique. Alors, pour nous, universités, en termes d'employabilité, mais aussi pour les entreprises qui parfois ont du mal à recruter sur certains domaines et c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Je ne sais pas, Frédéric, vous voulez rajouter quelque chose? Je ne rajouterai qu'une seule chose, c'est que pour pouvoir plus bénéficier du soutien, de l'engagement d'un certain nombre d'acteurs et de Village by CA depuis plus d'1 an maintenant, effectivement, voilà, j'allais dire, quand tout à l'heure, je parlais de pousser la porte, mais quand on pousse la porte dans notre territoire, et je retiens le mot tuiler, j'avais trouvé intéressant de voir les tuiles qui s'en fichent les unes sur les autres et qui finalement c'est une allégorie au rugby, mais j'allais dire aussi, se passe le ballon en équipe pour arriver jusqu'à l'essai, mais voilà, il y a réellement un parcours, et ce parcours, il se met en place. Encore une fois, pas toujours facile à identifier de prime abord, mais ça, c'est un vieux serpent de mer. Hein, cartographier, c'est mon domaine, j'allais dire cartographier tous les dispositifs existants, mais quand on rentre à l'intérieur, quand on arrive à trouver le bon interlocuteur, il y a un réel accompagnement. C'est vrai qu'il existe. Oui, voilà. C'est ça, la cartographie, elle est simple. Après, c'est les liens entre... Non, ce que je veux dire, c'est que la cartographie, en effet, c'est un serpent de mer. Maintenant, est-ce qu'elle est bien utile? À partir du moment où les interlocuteurs sont d'accord les uns avec les autres, qui se connaissent, il suffit de taper d'ouvrir une porte et il s'en suivra, en effet, les bons passages de relais. Oui, je crois que voilà, c'est exactement le terme que j'allais donner. Le terme relais est absolument nécessaire, en fait. Les uns doivent renvoyer aux autres en fonction de chaque problématique. Peut-être avant de conclure, laissez quand même un temps de parole et si vous avez des questions dans la salle ou en visio, je crois qu'il y a des personnes en visio aussi. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Oui, les personnes qui sont en visio posent leurs questions par le chat et on les relaye depuis ici. J'apporte cette précision. Aucune. S'il n'y a pas de questions, je vais me permettre un petit point. On parlait de formation et de nouveaux talents. Pour représenter une filière qui est en pleine transformation, je pense qu'il faut aussi penser à la transformation des compétences et à la formation continue. Ne pas l'oublier également parce qu'il y a des emplois qui vont disparaître et il y en a qui vont apparaître et la transition n'est pas forcément aussi directe. Hein. On ne fera pas d'un mécanicien moteur thermique, un électromécanicien certifié sur les tensions létales en une journée. Donc je pense que c'est aussi important que l'écosystème soit conscient de ces transformations-là et les anticipe au maximum. Et ce pouvoir d'anticipation, de transformation des compétences peut aussi être un pouvoir d'attrait si on identifie les thématiques, de se dire sur Clermont, voilà, sur les compétences nécessaires demain, vous voulez venir vous former, c'est ici. Oui, complètement d'accord avec ça. Est-ce que sur le chat, non, il n'y a pas de questions non plus? Pas de questions? Oui, je vais laisser la parole. Je vais quand même vous remercier tous. Et peut-être juste, j'ai noté pendant que vous parliez quelques mots et les mots qui sont ressortis le plus souvent. Et je trouve que c'est assez caractéristique de tout ce qui a été dit, mais on est sur promouvoir, fédérer, mettre en relation, accélérer, synergie, cartographie, partager et continuer à innover. Je finirai là-dessus. Je crois que c'est le bon résumé de tout ce que vous avez dit. Et l'idée, c'est vraiment qu'on arrive et qu'on aille encore plus loin ensemble pour ce territoire.